Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show, je peux regarder sur la chaîne 77, oui c'est le 77, il est sorti un jour en retard parce que j'étais un petit peu occupé le week-end avec un épisode d'Holicube pour ceux qui suivent la chaîne principale, mais bon il est sorti donc d'ailleurs n'hésitez pas à aller le voir si vous êtes intéressé. Du coup, commençons tout de suite, première petite news de la chaîne, assez importante, c'était le Black Friday, et du coup, le truc qu'il faut savoir c'est qu'il y a beaucoup de compagnies et tout ça qui veulent des pubs pour le Black Friday, juste pour le Black Friday, juste le jour même ou le jour après ou autre chose. C'est-à-dire qu'il y a eu deux vidéos sponsorisées qui sont sorties en même temps, enfin en même temps, un jour après l'autre, donc c'était un petit peu du spam. Je suis désolé d'avance d'ailleurs pour ce spam, parce que pour moi c'est un peu du spam de vidéos sponsorisées, même si évidemment le truc avec les vidéos sponsorisées c'est que soit je fais une pré-roll ou soit j'essaye que la vidéo ait un certain intérêt derrière, genre présenter le produit ou tout simplement présenter quelque chose. Alors je tenais justement à faire des retours par rapport à la première vidéo qui est sortie, c'était comment jouer dans de bonnes conditions. Vous avez été nombreux à laisser pas mal de retours, et d'ailleurs j'aimerais vous remercier en fait pour la simple et bonne raison que c'est que l'une des choses que j'aime beaucoup avec ma communauté, c'est que vous n'hésitez pas à donner vraiment des retours constructifs. Genre c'est pas juste genre «Oh c'est génial Aurélien, continue comme ça» ou autre chose. Non, il y a souvent mélangé aussi des retours constructifs et tout ça. Et il y en a eu pas mal là-dessus, de gens qui étaient par exemple déçus sur la vidéo. Et ça, j'aime ça parce que comme ça me permet de voir justement ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et tout ça. Cette chaîne est encore jeune, donc je ne sais pas encore exactement quoi faire, hein, je dois bien l'avouer. Du coup, moi, la logique derrière cette vidéo-là, c'était des explications assez simples, le plus facile à comprendre, le plus court possible. Vous voyez que la vidéo fait 7 minutes parce que moi j'ai tendance à blablater et à partir très très vite. Donc j'ai évité de trop donner de trop grosses recommandations. Parce que un truc que j'aime pas avec les vidéos de recommandations un petit peu dans le même genre, c'est que bien souvent ils vous disent oui, vous aussi, vous pouvez avoir un setup audio parfait si vous payez juste 2000 balles d'équipement ou autre chose. Vous voyez, il y a beaucoup de vidéos où ils vous disent avoir les bonnes conditions pour ça, et puis après ils vous disent juste d'acheter plein de trucs qui coûtent hyper cher. Donc moi, dans cette vidéo-là, j'étais en mode, ok, on va essayer de donner un maximum de conseils, sans même forcément payer en fait. Juste genre, hey, juste mettez-vous dans une pièce bien éclairée, mettez-vous droit quand vous jouez, essayez de garder une bonne position, réglez votre écran s'il est mal réglé. Bon, évidemment, tout le monde ne sait pas forcément s'il est bien réglé, ça pourrait être une prochaine vidéo justement. Euh, Plein de petits conseils comme ça. Mais j'ai vu que beaucoup de gens voulaient que j'aille justement plus loin. Ils voulaient plus de détails sur certaines choses. Et je comprends parfaitement. Et j'apprécie vraiment votre retour. Et je pense que ça pourrait être du coup une bonne façon de faire pour une prochaine vidéo. Ou peut-être des vidéos plus... Je pense que le plus intéressant serait des vidéos plus genre... euh, quel est un bon écran qu'est-ce que vous devez rechercher dans un bon écran? Et pas juste genre un bon écran genre pour jouer à autre chose. Genre, qu'est-ce qu'un bon écran pour votre vue? Ou alors, qu'est-ce que vous devez rechercher dans un bon siège pour votre bureau, pour devant l'ordinateur? Vous voyez, ça pourrait donner des vidéos beaucoup plus détaillées qui font 7 minutes chacune, ou voire même 10 minutes chacune, et qui vont vraiment au fond du sujet. Alors que cette vidéo-là, c'était plus genre, on touche à la surface, je vous montre un petit peu, et puis après, on verra bien s'il y a des choses qui vous intéressent, vous voulez plus de détails. Donc, dites-moi, qu'est-ce qui, dans ce que j'ai présenté dans la vidéo, dites-moi justement le truc qui mériterait le plus d'attention pour une vidéo, par exemple. Donc, peut-être au niveau des écrans, des périphériques. Je pense que les périphériques, c'est moins important. Personnellement, je trouve que c'est pas parce que vous avez un mauvais clavier que vous allez vous péter le bras ou autre chose. Alors que je pense que les sièges, les écrans sont peut-être plus importants. L'éclairage aussi peut être important, mais c'est différent, on va dire. Voilà. Merci en tout cas pour vos retours. J'en tiens parfaitement compte. Et je m'excuse d'avance si peut-être qu'il y en a qui ont trouvé que la vidéo n'était pas au standard de la chaîne et tout ça. Je vais essayer d'améliorer ça pour les prochaines vidéos, clairement. Il y a aussi la vidéo sur le VPN qui est sortie, qui était sponsorisée par NordVPN, je vous rappelle. Il y aura d'ailleurs une intégration qui sera normalement mise sur la chaîne principale à propos de NordVPN d'ailleurs, sur la chaîne d'Aurélien Sama. Personnellement, il y a des trucs que j'ai pas dit dans la vidéo parce que les gens auraient dit ouais, ça se voit que t'es vraiment vendu. Par exemple, un truc qui est vrai, c'est que j'utilisais NordVPN avant qu'ils me contactent pour être. Ça va, c'est même moi-même qui était vers eux pour avoir un truc sponsorisé parce que j'étais en mode j'utilise déjà leur service, j'aime bien leur service donc autant faire une pierre deux coups, quoi, en quelque sorte. Donc ça c'est un truc que j'ai pas forcément dit dans la vidéo parce que les gens m'auraient dit oh, tu es vendu ou autre chose.
Il y a aussi un petit oubli qui m'embête, que j'ai oublié. C'est, oui, un VPN, ça rajoute de la latence sur votre connexion, ce qui est normal, évidemment, parce que vous avez un serveur enfin, vous avez un échelon en plus dans votre connexion, genre un truc où la connexion est obligée de passer. Et du coup, bah, c'est logique, ça augmente un peu la latence. Chez moi, ça a augmenté la latence de 5 millisecondes, plus ou moins. Donc ça va encore, ça va même largement. Genre, je passais de 15 millisecondes à 20 millisecondes dans certains cas. Ça dépend aussi le serveur, ça dépend où vous vous mettez. Évidemment, si vous prenez le VPN, genre au Japon, là, ça va augmenter forcément votre délai. Et au niveau de la vitesse de connexion aussi, ça ne semblait pas... Moi, en tout cas, j'ai pas la fibre, donc ça ne m'enlevait pas de download ni d'upload. Donc voilà. Donc ça, c'était juste les petites précisions que je voulais faire par rapport à ces deux vidéos. Merci en tout cas pour vos retours. Et maintenant, la nouvelle section vidéo, c'est on regarde les commentaires en vidéo, comme ça j'en réponds en vidéo. Je réponds pas toujours aux commentaires à l'écrit, parce que des fois je suis en mode, ça prend du temps, ça prendrait du temps à écrire autre chose, alors que je pourrais juste faire une vidéo. Il y avait beaucoup de gens qui étaient justement contents du fait qu'on va recommencer Config la semaine. Il y avait des gens qui proposaient un budget, genre un budget à 900 000 euros, par exemple, pour le troll, je suppose. Il y avait aussi une magnifique solution à l'article 13, habiter en Suisse. Ou alors avoir un VPN en quelque sorte, donc je dis ça, je dis rien. Hein. Mais globalement, les commentaires étaient dominés par justement des réactions par rapport à l'article 13, ce qui est logique. Il y a même des petits trucs marrants, notamment le fait que YouTube, d'habitude, ne communique pas trop avec les gens, sauf pour l'article 13, là, il communique à fond en mode wow, il y a un problème ou autre chose. Enfin, c'était assez marrant, mais bon. Donc, ouais. Personnellement aussi, un peu inquiet avec cet article 13. Il y a quelqu'un qui a par exemple passé un lien Wikipédia où on peut voir les parlementaires européens français. Mais je suis pratiquement sûr qu'il doit exister un site. Il y a personne qui en a vraiment linké, mais il doit exister un site justement qui simplifie la procédure. Genre, vous cliquez dessus, il vous dit quel pays vous êtes, hop, il vous trouve vos parlementaires, il vous dit vous pouvez les contacter ici, 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 et puis voilà, vous pouvez faire un peu changer les choses. Mais bon, ouais. L'article 13. On va pas vraiment en reparler ici parce que ce serait assez redondant, mais ouais. Je pense que c'est un des trucs qui préoccupe le plus de gens et vous en verrez de plus en plus. Ok, alors première news de la semaine, c'est au niveau de Black Friday, évidemment. Même si on n'est plus le Black Friday, il y a le Cyber Monday, qui est genre un pseudo Black Friday le lundi. Et puis il y a aussi la Cyber Week, donc en gros il y a des promotions tout le temps. Et c'était justement, c'est un bon article que je trouve, enfin une bonne news de Cocottland, c'est un site de hardware que je suis souvent. C'était au niveau de justement ces promotions qui bien souvent sont assez mensongères en fait. Et je suis assez d'accord. Notamment le fait que des fois, on vous annonce des prix genre oui, c'était 600 euros, maintenant c'est 300 euros. Et que ces prix en réalité ne sont pas du tout réalistes, genre vraiment pas réalistes. On en parlera justement un petit peu après là-dessus. Et notamment aussi au niveau du hardware où il y avait pas mal du fait que il disait promotion Black Friday, genre une GTX 1060 à 239 euros, alors qu'il y avait la même promotion voilà une semaine, quoi. Donc c'était genre, ça revient au même en réalité, enfin je veux dire, Black Friday ou pas, il y avait une promotion quoi qu'il arrive. Et c'est souvent le cas d'ailleurs avec le Black Friday, c'est que des fois, c'est juste une promotion comme bien souvent les autres, c'est juste qu'il y en a plusieurs d'un coup en réalité. En Europe, c'est pas le Black Friday n'est pas vraiment comme le vrai Black Friday. Le vrai Black Friday aux États-Unis, c'est du gros déstockage de malades, genre vraiment genre c'est les magasins bien souvent qui ont trop de stock de quelque chose, ils doivent vider le stock et ils le mettent à vraiment des prix défiant toute concurrence. Alors qu'en Europe, c'est juste genre oh, une excuse pour faire des autres soldes à une autre période de l'année. Bon après, je vais pas me plaindre, hein, ça permet réellement d'acheter si on fait attention et si on achète vraiment ce qu'on a besoin, ça permet d'acheter des trucs pour beaucoup moins cher. Donc ça, je m'en plains pas personnellement. Mais il y avait quand même le truc justement au niveau du fait que les prix des fois sont représentatifs de la réalité. Un bon exemple, c'est il y a toujours des deals sur Amazon. Vous voyez, par exemple, oh, il était avec jusqu'à moins 25% sur une sélection d'appareils et tout ça. Alors regardez, on a un Sony A7, A7S, première génération, pour 1299 euros au lieu de 2500 euros. Ça, c'est une grosse promotion. Ou pas. En réalité, Amazon est un des sites à le faire et beaucoup de sites le font aussi. C'est que quand ils affichent les promotions, ils n'affichent pas l'ancien prix que eux le vendaient. Ce qui est plus logique, hein, en réalité. Parce que, genre, si vous vendez quelque chose 600 euros et que vous faites une promotion de 20 euros, vous allez barrer 600 et mettre 580. C'est logique. Non, eux, ils font genre le prix conseillé par la marque. Donc, comme le Sony A7S est sorti là des années,
le prix conseillé n'est plus... Il est plus réaliste, ok? Il est juste plus réaliste. C'est comme si vous regardez le prix conseillé de, je sais pas moi, des tout premiers ordinateurs Apple. Le dernier prix conseillé que vous trouverez officiel par Apple ne représente pas du tout la réalité. Et du coup, mais c'est la même chose ici. 2500, en fait, c'est le prix, l'ancien prix conseillé par Sony. Mais c'est pas le prix réaliste parce que si on va comparer ce prix-là, donc si on va justement en ligne, par exemple, on va sur les numériques, ils ont le comparateur de prix intégré, blablabla, oui, les cookies, vous devez le voir. Alors oui, Amazon est le moins cher. Donc leur promotion est réaliste. Ça, je n'enlève pas à ça. Elle est réellement réaliste, c'est le moins cher. Mais si vous regardez les prix sur la plupart des autres sites, bon, au final, la promotion est beaucoup moins impressionnante. C'est une promotion quand même assez intéressante, mais beaucoup moins impressionnante. Il y a beaucoup de sites qui font ça. Genre, ils barrent le prix conseillé, ils ne barrent pas le prix qu'ils avaient avant. Et si on regardait sur Amazon, le prix qu'ils avaient avant n'était pas du tout ça. Et d'ailleurs, je trouve ça mensonger, vraiment. Parce que déjà, ils vous disent, oui, vous économisez 1200 €, 48%, la vache, waouh, j'ai été sur un mauvais truc. C'est incroyable. Et puis, ils barrent le prix de 2500 € comme s'ils le vendaient 2500 €. J'ai déjà vu des produits, vraiment, je surveillais des produits sur Amazon. Et puis, il y avait les Black Friday ou des promotions qui arrivaient, ou les Amazon Prime Day. Et puis, je regardais et puis j'étais en mode, hey, ce produit-là, je l'ai vu à 80 € il y a quelques jours. Et maintenant, vous dites qu'il coûte 160, barré 70 €. Je suis en mode, ah bah en fait, il y a juste une promotion de 10 €. Donc ouais, c'est assez mensonger et je vous dis, faites attention avec le Black Friday. C'est pas parce que quelque chose a une réduction de 50% que c'est réellement une réduction de 50%. Et aussi, achetez les trucs que vous avez vraiment besoin. Parce que ça sert à rien d'aller genre sur le site en mode, oh, regardons ce que je pourrais acheter, même si j'en ai besoin de rien du tout. Non, c'est plutôt genre, oh, ma TV devient de rendre l'âme, allons voir pour une nouvelle TV avec les Black Friday. C'est plutôt ça. Donc, ouais, faites attention. Je ne vous ferai pas de recommandations au niveau des Cyber Monday ou autre chose. Je pense que vous êtes parfaitement capable de savoir ce que vous voulez acheter. C'est juste la recommandation bien souvent que je donne, peu importe le site où vous achetez, c'est globalement acheter ce que vous avez besoin. Encore une fois, ça peut paraître répétitif ou redondant ou autre chose, mais il y a tellement de gens qui achètent ce qu'ils veulent, mais pas forcément ce qu'ils ont besoin. Alors, c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, parce que des fois vous achetez quelque chose que vous voulez parce que vous allez en avoir besoin. Mais il y a des fois, non, juste ça traîne là et personne ne l'utilise. On sait très bien, on sait très bien. Ensuite, première news, vraie news en réalité de la semaine, c'est qu'apparemment Samsung prévoirait 5 téléphones haut de gamme pour la fin de pour l'année 2019. Donc évidemment, on a les Galaxy S10, les deux versions du S10, il y a toujours une plus petite, une plus grande, ça fait déjà deux. Vous avez aussi le nouveau flagship en quelque sorte des Galaxy A, donc A9. Donc ça, c'est une sous-gamme à Samsung où vous avez des bonnes specs, mais pour un peu moins cher. Mais du coup, ce serait quand même un téléphone techniquement haut de gamme parce que le A9 est quand même vendu assez cher. Vous avez évidemment aussi la Note, qui sortira plutôt fin d'année. Et puis vous avez aussi le Galaxy F, qui est ce téléphone fiable. Et d'ailleurs, ça c'est un peu de news, c'est qu'apparemment il pourra arriver un peu plus tôt que personnellement j'avais pensé. Parce que je vous avais dit, donc la production qui vient juste de commencer, le fait ça prend du temps en réalité, ça arrivera un peu plus vite. Bon, je pense qu'il y en a qui sont un peu optimistes aussi en réalité. Mais bon, il arriverait quand même plus vite que la Note 10, du coup, oui, la Note 10. Et du coup, ça ferait 5 téléphones haut de gamme chez Samsung. Ce qui fait un peu beaucoup, c'est souvent un truc critique avec Samsung, mais qui font en partie leur force. C'est qu'ils sont un peu comme Google. Ils prennent un paquet de pâtes et puis ils le balancent au mur et ils regardent ce qui colle. Vous voyez, genre, ils prennent plein de trucs, ils balancent au mur et ce qui colle, ils le gardent. Par exemple, ils avaient fait ça avec le Galaxy Edge, qui était un téléphone haut de gamme, qui avait un bord curvé. Ça vous dit quelque chose? Ben oui, ben après ils l'ont refait sur leurs autres téléphones. Vous avez eu le Galaxy Edge, puis le Galaxy S7 Edge aussi. Et vous voyez, c'est resté au final. Mais ils ont testé d'abord avec un téléphone, voir si les gens sont intéressés. Et bien souvent, les premières générations sont plutôt bancales, hein. On va être honnête, c'est toujours genre gimmick, pas vraiment 100% fonctionnel. Et puis après, ils se rendent compte de l'utilité de la chose. Donc c'était un peu le cas avec justement le Edge. Donc là, ça va être un peu le même cas, même si c'est pas totalement le même cas, je trouve. On verra bien, mais avec le Galaxy F, ça va être le cas, voir s'il y a vraiment une demande sur le marché pour un téléphone qui est beaucoup plus petit quand les pieds et beaucoup plus grand quand le déplie.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode ouais, ça m'intéresse, mais il faut voir combien de gens sont réellement intéressés. Parce que bien souvent, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, c'est un peu la technique Samsung. Et évidemment, ce qu'on peut critiquer derrière, c'est que hey, si vous avez 5 téléphones à update, ça va vous prendre plus de temps pour faire des mises à jour pour les 5 téléphones. Et c'est totalement le cas. Ils peuvent pas le nier, ça leur prendra plus de temps. Et c'est un gros problème, je pense, avec beaucoup de constructeurs. C'est qu'ils sont en mode, on va lancer 300 000 téléphones, mais on va update aucun des téléphones. On a vu quelques trucs aussi au niveau du fait qu'il aurait ça c'est le A9 par exemple, qui aurait 4 caméras à l'arrière. Donc vous avez l'ultra-wide, téléphoto, une caméra principale et une pour calculer la profondeur. J'ai envie de dire, vous pouvez pas utiliser la téléphoto pour calculer la profondeur. Enfin, ça revient au même, non? Enfin, un peu bizarre, genre sacrément bizarre. Donc, on peut voir d'ailleurs un peu des specs. Elles ont, par exemple, l'ultra-wide a moins de résolution, 8 mégapixels, le téléphoto a 10 mégapixels, mais la caméra principale est en 24 mégapixels. Ça veut dire que, pas forcément, enfin, il y a un zoom de x2, mais ça veut pas dire que forcément vous allez avoir une meilleure qualité avec le téléphoto en zoomant, parce que des fois en zoomant sur la caméra principale, vous aurez une meilleure qualité parce que vous avez juste 24 mégapixels. Donc ça peut porter à, selon moi, à confusion en partie parce que c'est pas forcément réaliste ou autre chose. Après, ça dépend aussi des conditions. Mais ouais, ce depth caméra, c'est perturbant. Il y avait aussi une rumeur qui commence à se confirmer sur le fait, et il y a eu un petit peu des leaks là-dessus, sur le fait que justement le S10 aurait réellement une notch, genre avec un trou en fait littéralement dans l'écran, sur le côté. Et il y a même des pré-rendus qui ont été faits. Et en réalité, c'est moins pire que ce que j'imaginais. Parce que ça fait juste il y a un petit appareil photo sur le haut en haut à gauche de l'écran. Et au final, l'endroit où c'est à l'endroit où vous avez, qu'est-ce qu'il y a en général à ce moment-là, genre vous avez la barre de notification, mais du coup les notifications seraient juste décalées d'un petit peu à droite. Et je trouve que ça va en fait, je trouve que ça va vraiment. Est-ce que c'est idéal? Non, l'idéal ce serait d'avoir juste un écran et rien qui dépasse ou autre chose. Mais est-ce que c'est mieux qu'une notch qui est en plein milieu de l'écran qui perd de l'espace? Certainement. Après, il y a toujours les désavantages de si vous regardez une vidéo, ben vous aurez un trou dans la vidéo. Enfin, pas forcément parce qu'une vidéo en 16 neuvième aura des bandes noires quoi qu'il arrive sur un écran en 21 neuvième. Donc en réalité, ce n'est pas totalement le cas. Mais voilà, si vous jouez à un jeu, il y aura un trou dans le jeu techniquement et tout ça. Donc c'est un peu une solution de secours en attendant d'avoir la vraie technologie. Ou juste un téléphone pliable, techniquement. Ensuite, une petite news au niveau... Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas parlé depuis un petit moment. Je voulais juste faire une petite update au niveau des failles de sécurité Spectre et Meltdown. Déjà, pour information, elles ont été fixées par des mises à jour BIOS et tout ça. En partie, c'est pas totalement fixé. Le premier processeur Intel qui a d'ailleurs un vrai fixe pour ces failles, ce sera justement le processeur qu'ils ont annoncé, le processeur 48 cœurs, je crois, qui a vraiment un fixe construit dedans, parce que comme c'est un processeur pour les serveurs et tout ça, évidemment, ils ne pouvaient pas se permettre de laisser une faille continue d'exister comme ça dans des serveurs surpuissants ou autre chose. Donc, vous allez me dire, waouh, bonne nouvelle, ça commence à être fixé, génial. Et non, parce que il y a plein d'études qui sont... C'est genre, quand ça a commencé, il y a évidemment des gens qui sont intéressés à ça et qui se sont dit, regardons si nous aussi on arrive à trouver des trucs. Et évidemment, ça s'est développé en arrière-plan, ils ont commencé à rechercher. Donc nous, pendant ce temps-là, on s'est dit, oh c'est bon, c'est fini, quelques mois plus tard. Mais eux, ils continuaient de rechercher. Et du coup, on commence à avoir pas mal de trucs qui ressortent à ce niveau-là, notamment le fait que il y a des failles de sécurité, de prédiction, encore une fois. C'est à chaque fois la prédiction qui semble poser problème sur pas mal de processeurs. Donc notamment même les processeurs ARM pour dire. Il y a aussi des failles de, pas prédiction cette fois-là, mais c'est genre un peu dans le même genre avec les GPU, les cartes graphiques. Vous avez des failles de prédiction encore une fois qui ont été retrouvées sur Intel, donc 7 apparemment. Et c'est juste genre, c'est apparemment... il y a pas mal de problèmes à ce niveau-là. Donc au final, j'ai juste envie de dire, le truc c'est que il y aura toujours des failles. Il y a toujours des failles quelque part. Et la meilleure manière de se protéger, c'est premièrement, ne pas avoir de données importantes sur un PC ou en ligne. Deuxièmement, c'est d'avoir un maximum de... Enfin, il faut avoir un gestionnaire de mots de passe, avoir des mots de passe différents pour chaque site.
ça aide en partie, évidemment, mais ça n'aide pas complètement. Mais par exemple, si vous avez une faille de sécurité sur un site qui, du coup, permet à des hackers de récupérer votre mot de passe, au moins, si vous avez juste ce mot de passe sur ce site-là, vous êtes tranquille. Vous voyez un petit peu l'histoire. Bon, après, évidemment, ça ne vous protège pas si carrément la faille apparaît carrément sur votre ordinateur avec un programme que vous avez installé et qui récupère toutes vos données. Donc, essayez, encore une fois, de ne pas installer n'importe quoi. Installez AdBlock par défaut. Ça peut vous paraître contre-productif en tant que youtubeur de dire ça, mais non. AdBlock, selon moi, ça devrait être... La logique d'AdBlock, c'est vous l'installez, vous le laissez par défaut en mode je bloque tout, et puis vous whitelistez tous les sites sérieux. Par exemple, Ars Technica, vous le whitelistez. YouTube, vous pouvez le whitelister. Qu'est-ce qu'il y a? Votre site d'actualité préféré, qui est sérieux, vous le whitelistez. Et comme ça évitera d'avoir des problèmes, des failles qui pourraient apparaître via votre navigateur, parce que vous bloquez carrément la pub qui... Si la pub ne peut pas se charger, le code qui pourrait infecter votre PC ne pourra pas se charger. Ça, c'est une solution qui marche plutôt bien. Donc ouais. Mais dites-vous une chose, c'est que vous ne pourrez jamais vraiment vous protéger à 100%, mais si au moins vous prenez quelques précautions par-ci par-là, des trucs que vous pouvez faire vous, ça devrait quand même pas mal aider. Et vraiment, il faudra un cas vraiment horrible pour qu'il y ait un gros problème avec vos données. Et puis de toute manière aussi, un truc que vous pouvez vous dire, c'est que à part votre carte de crédit, les hackers ne sont pas très intéressés par vous. Genre vraiment pas. À part si vous êtes patron d'une grosse entreprise et que vous avez des secrets ou autre chose, non, juste on s'en fiche d'à peu près vous. Donc le meilleur truc que vous pouvez protéger, c'est votre carte de crédit justement. Donc toujours surveiller qu'il n'y a pas des chargements sur votre carte de crédit que vous n'avez pas autorisé. Et si vous voyez le moindre truc, vous appelez votre banque, vous la faites bloquer directement. C'est la meilleure façon de pouvoir vous protéger, franchement. Ensuite, on passe à des news un petit peu hardware. La RTX 2060 est apparue dans des benchmarks. Bon, elle est apparue sur Final Fantasy. Pourquoi tous les benchmarks d'une nouvelle carte graphique qui va sortir apparaissent à chaque fois sur Final Fantasy? Parce que Final Fantasy est pas forcément le meilleur niveau benchmark, parce que le benchmark est un peu genre bancal en quelque sorte. Il a quelques problèmes, ce qui fait que c'est pas réaliste. C'est pas du tout réaliste en fait. Donc, je suis assez étonné de voir à chaque fois là-dessus. Mais en tout cas, la voilà, elle serait plus puissante qu'une Vega 56. On verra bien. Elle serait moins puissante qu'une GTX 1070. On verra bien. Si c'est réellement le cas, elle sera, je vais être très honnête, si elle est vraiment moins puissante qu'une 1070, elle va être décevante. Parce que les 1070 sont en promotion ces derniers temps, vous pouvez les avoir pour un peu plus de 300 €. Et au rythme où ça va, la GTX 2070 est sortie à 600 € pratiquement, enfin 500-600 €, ça dépend les vendeurs. La 2060 va sortir à 350. Je le prédis 359 en France. Prenons chacun notre prédiction, devinez le prix que ça va sortir. Moi je dis... Non, allez. Je dis 300 €, et puis la Founder Edition 359 ou 349. Quelque chose comme ça, oui. Je pense que ça va être un truc dans le genre. Enfin, il n'y aura peut-être pas une Founder Edition en réalité. Bon, ce sera entre 300 et 350. Et à ce prix-là, prenez juste une GTX 1060, overclockez-la un peu, et vous êtes bien. Parce que GTX 1060, on avait une justement en promotion à 230 €. Ça vaut plus la peine, franchement. C'est un peu décevant. Après, on verra bien hein, si le prix, si elle sort et que le prix c'est genre 280 €. Ça peut aller, franchement, ça peut aller, mais on verra bien. Et enfin, dernière news au niveau de l'espace, space. C'est au niveau du fait que la NASA va faire atterrir une de ses sondes sur la planète rouge ce lundi, normalement. Enfin, lundi, évidemment, aux États-Unis. Donc, ce sera le 26 novembre, donc on est le 26, à 3 heures. E.T., donc c'est E.T., c'est pas genre le E.T. téléphone de maison, c'est sur la East Coast, donc la côte Est. Donc c'est 20h, voilà, ils le disent, le truc central. Donc ça, c'est Greenwich. Donc ce serait 21h chez nous ou 22h. On est à l'heure d'été, je sais même plus. 20 ou 21 ou 22h que ça devrait se faire. Alors évidemment, ne vous attendez pas un live avec une caméra en 4K ou autre chose. C'est pas comme ça que ça marche. Déjà, il y a un énorme délai entre la Terre et Mars, hein, parce que la lumière prend du temps à voyager. Il y a un délai de plusieurs minutes, je ne sais plus exactement. Il me semble que c'était où? Non, entre la Terre et le Soleil, c'est 8 minutes. Je ne sais plus c'était combien entre le Mars et la Terre. Ça dépend évidemment aussi au niveau de l'année, hein, parce que des fois Mars est plus loin, des fois Mars est plus près. Hein. Mais il me semble qu'en ce moment, Mars est plutôt près, donc ça devrait être raisonnable. Mais ne vous attendez pas un live, ça va pas être genre « Hey, regardez une image en direct de ce qui se passe ». Non,
Ça va plutôt être un truc de contrôle, la NASA qui dit oui, alors normalement le truc est en train de descendre, bon, on verra bien dans X minutes ou autre chose. Donc c'est quand même intéressant, hein. Mais évidemment, ne vous attendez pas à un live en direct ou autre chose. Par contre, attendez-vous d'ici quelques semaines, mois, à avoir des premiers résultats de cette sonde, justement. Alors, si je me souviens bien, cette sonde-là en particulier, c'est InSight. InSight va scanner le sol, va carrément même scanner en profondeur le sol de Mars pour justement voir ce qui se passe un petit peu en dessous. C'est assez intéressant parce que c'est justement, si vous connaissez beaucoup d'archéologues, enfin si vous avez vu beaucoup de choses par rapport aux découvertes de l'humanité, c'est que bien souvent quand vous creusez sous le sol, vous trouvez vite fait beaucoup de trucs très intéressants. Les fossiles et tout ça. Là, ce serait pas des fossiles de dinosaures, évidemment, ce serait plutôt peut-être la composition du sol. Ça, c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce qui se cache en dessous? Est-ce qu'il y a de la glace, peut-être? Bah, c'est possible, hein. Parce qu'il y a des anciennes coulées de lave qui pourraient être, qui sont retirées, et que du coup, il y a de l'air à la place, enfin de l'air martien en tout cas, et que peut-être de la glace s'est formée dedans. Donc ça, ils pourraient le détecter justement avec ce genre de scanner. Donc vraiment hâte de voir ce que ça donne. Si je me souviens bien, ils l'ont envoyé à un endroit vraiment stratégique, parce qu'il ne peut pas se déplacer. Hein. Genre, il se pose à un endroit, il y reste, ok? Ou en tout cas jusqu'à quand qu'un être humain arrive à côté de lui. Du coup, ils l'ont mis à un endroit très stratégique, évidemment. Il me semble que c'est un ancien lac, si je ne m'abuse, je suis plus totalement sûr. Dans tous les cas, c'est plutôt intéressant. On verra ça. Il me semble qu'il y a Everyday Astronaut qui fait un live là-dessus. Il est plutôt intéressant comme gars, même s'il est un peu trop fanboy de SpaceX. Donc voilà, je ne ferai pas de live personnellement, mais dans les prochaines news du Texama Show, vous devriez avoir quelques infos par rapport à si ça s'est bien passé ou autre chose, genre la semaine prochaine, certainement. Dans tous les cas, c'était la dernière news. On va rester là pour ce Texama Show. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve en prochain Texama Show et je vous dis salut à tous.